chers frères, Monsieur le professeur Abdelaziz Diop, cher ami et jeune frère Alioune Badara Diop, cher ami et jeune frère Hamidou, mon cher papa Alioune, je voudrais, comme j'ai l'habitude de le faire, commencer mon propos par remercier tous ceux et toutes celles qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Yoro et les éditions L'Harmattan Sénégal, à l'occasion de cette cérémonie de lancement et de présentation de ces deux ouvrages. Vous dire tout notre plaisir de vous trouver parmi nous ce matin. Et bien évidemment, ceci je le dis en mon nom et au nom de notre ami le ministre Yoro Dia. Mais mon plaisir est d'autant plus grand aujourd'hui que les livres que nous lançons aujourd'hui tombent à point nommé. L'un d'eux, je l'ai spécialement commandé. On va certes parler peut-être du livre sur la démocratie de Sisyphe, mais j'ai personnellement commandé le livre sur le face-à-face que Yoro Dia a eu avec les intellectuels, les grands hommes politiques qui maniaient des idées entre 1997 et 2000. Et Yoro, bien évidemment, a bien voulu se laisser emporter dans mes désirs. Et je pense qu'à la sortie de cet ouvrage, Yoro, je ne le regrette pas en tout cas. Franchement, la commande a été exécutée. On ne pouvait pas faire mieux. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui tombe à un moment où il y a un certain nombre de questions qui doivent être posées. Et ma conviction est que les livres, et surtout les livres de Yoro sur la prise de parole des intellectuels et des hommes politiques, des penseurs, pourra régler cette question. Hamidou, qui l'a préfacé, y reviendra tout à l'heure. Mais vous n'êtes pas du tout sans savoir, beaucoup d'entre vous dans cette salle avaient suivi comme moi les débats que Yoro animait à Walfadjri en son temps. Et on ne peut pas se remémorer ces débats, avoir le livre entre les mains et constater ce qui se passe dans notre pays ces 20 dernières années pour ne pas nous en désoler. Pourquoi? Parce que avant Yoro, beaucoup, j'ai en face de moi Grand Ibou Fall. Je ne sais pas si Pape Sambakan est là dans la salle. Ils ont posé ces questions véritables qui font que la presse de notre pays, qui devait être ce moteur qui anime la démocratie et les débats de notre pays, est en train de passer complètement à côté de sa mission première. Je ne le dis pas en s'attaquant à quiconque. Pour qui me connaît, c'est que ce n'est pas du tout de ma nature. Mais l'universitaire que je suis, qui aujourd'hui, s'il est invité dans certains plateaux, a peur d'y aller, pas parce qu'il n'est pas du tout convaincu de la science qu'il peut partager, mais pas simplement parce que, arrivé sur le plateau, au lieu de l'inviter à parler d'idées, on va s'attaquer sur des petites querelles de personnes. Nous sommes aujourd'hui à, je pense, moins de 12 mois de la tenue des JOJ. Le Sénégal qui va accueillir le monde entier. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons commencé à entendre sur nos plateaux de télé les enjeux qui devaient porter l'organisation de cette activité? Ce qui devait nous préoccuper actuellement, c'était de nous poser les véritables questions sur nous allons organiser les JOJ. Quels vont être les enjeux économiques? Quelles seront les retombées économiques? Est-ce que l'État est prêt à organiser? Est-ce que les infrastructures qui doivent accueillir les athlètes du monde entier, où en sont-ils? Est-ce que l'État a mis les moyens pour préparer les athlètes? Voilà les questions qui devraient être discutées
sur nos plateaux de télé. Je prends juste cet exemple parce que c'est ce qui se profile à l'horizon. Et c'est une question d'enjeu national qui interpelle tout le pays. Et ce que nous vivons actuellement, bien évidemment, Yoro le dit très bien dans son deuxième livre, a commencé au lendemain de la première alternance. Regardez, moi je suis un universitaire, ne serait-ce qu'à y réfléchir un peu sur la sémantique des slogans de nos politiques. Le président Wade a conquis le pouvoir avec quel slogan? SOPI, qui est un terme court, mais chargé de sens. C'est tout un programme. Arrivé au pouvoir, au lieu que notre presse fasse son travail, elle est en train de la faire, hein, mais comme elle aurait dû le faire et comme on s'attend à ce qu'elle le fasse, Maître Wade a commencé à dérouler. Un moment après, on nous a parlé à Wade indi idée. À peine cet épisode fermé, Wade indil Macky. Macky arrive au pouvoir entre 2012 et 2019. Macky indil Idi. Jóge foofu après Macky indi Sonko. Le slogan avec lequel, bien évidemment, le président Macky a conquis le pouvoir et le slogan avec lequel le PASTEF a conquis le pouvoir. Regardez juste l'évolution sémantique. Il y a des universitaires linguistes dans la salle. On se rend compte que les choses, chaque fois, vont aller beaucoup plus bas. Et ma conviction est que le livre et les questions que posent les ouvrages de Yoro Dia doivent nous aider à sortir notre débat politique, les débats d'enjeux nationaux, des caniveaux dans lesquels ils se trouvent actuellement, pour pouvoir le hausser. Qui, parmi nous, n'a pas envie de se retrouver devant un talk show, 2 heures ou 3 heures de temps d'horloge, à entendre des gens parler de questions économiques, à parler de questions d'évolution de la démocratie, à parler de questions d'éducation, à parler de questions de santé. On se contente de slogans, par exemple, de dire que nos hôpitaux sont des mouroirs. Mais est-ce qu'il y a ce véritable débat avec les chiffres qui vont avec pour étayer les propos que nous sommes en train de dire? Et Yoro, l'intérêt du travail que tu as mené se situe à ce niveau. Moi, je rêverais d'un plateau où on aurait comme chroniqueur, parce qu'il faut en parler, c'est devenu une réalité qui s'est imposée à nous, quelqu'un comme Yoro Dia, Ibou Fall, Alassane Samba Diop, je l'ai vu quelque part dans la salle, un ministre de la République ou bien un chef d'un service national qui doit se frotter à ces gens-là pour parler des questions qui intéressent le pays. Ou bien avoir un plateau dans lequel on aura Maître Aïssata Tall Sall faire face à un autre membre du gouvernement sous l'arbitrage, bien évidemment, de grands journalistes ou de grands universitaires qui sont au fait des questions dont il faut parler. Mais on le constate bien évidemment pour le déplorer, et qu'aujourd'hui, nos plateaux de télé sont envahis, il n'y a pas un autre mot, il faut nommer les choses, par des gens qui ont la science infuse sur tout. Et comme aimait à le dire le professeur Amédée Alidien, dont cette salle porte le nom, qui aiment s'écouter théoriser leur ignorance, sous prétexte que c'est la liberté d'expression, ils ont droit à la parole et de parler sur tout. Au nom de quoi? Je ne suis absolument pas du tout un élitiste. La preuve, quand vous êtes venu, je suis là en train de travailler avec mes collaborateurs pour faire le service. Ce qui intéresse, c'est que les choses bougent. Et pour que les choses puissent bouger, il faut que nous ayons la nature a horreur du vide. Quels sont aujourd'hui les plateaux, mis à part peut-être un plateau d'Alassane, mis à part, je ne sais pas, bon, je ne vais pas stigmatiser, où on a envie d'aller discuter et échanger. Mais on est là. Sonko a dit ceci, Aïssata Tall Sall a dit cela,
Mais sauf que généralement, il ne répète même pas ce que Maître a dit. Mais on est allé dans le sens de vouloir toujours désinformer. Et cette désinformation est possible simplement, pourquoi? Parce que on a laissé faire. Et aux patrons de presse, je suis chef d'entreprise, qui pensent que pour pouvoir vendre de la publicité, il faut simplement parler de questions de faits divers, ils se trompent. Les grands groupes sont là, prêts à mettre leurs moyens au niveau, c'est-à-dire sur des émissions d'enjeux. Mais il y a bien évidemment des grands groupes qui ne voudraient absolument pas du tout voir leur nom associé à ce qui se passe actuellement sur nos plateaux de télé. Je parle avec le cœur, hein. Et les choses peuvent être encore rectifiées. Que ceux qui conçoivent ces émissions sachent qu'ils ont une responsabilité. Les patrons de presse, en obtenant leur licence d'exécution, signent des cahiers de charges. Allons dans le sens de pouvoir éduquer. On ne dit pas du tout qu'il ne faut pas du tout faire de la place à la majorité de la population, mais faisons-le de manière civilisée. Qui ne se rappelle pas des grands moments dont parle Yoro Dia dans son livre, ce fameux débat entre Idrissa Seck et Abdourahim Agne, Yoro étant au milieu, buvant son petit lait, comme il le disait. Qui ne se rappelle pas de ce fameux débat entre Yoro, ici présent, et le ministre d'État Djibo Leyti Ka? Voilà les questions sur lesquelles nous devons revenir. Et ma conviction, Yoro, est que ce livre, après les d'autres réflexions, que ce soit ceux menés par Ibou Fall, ceux menés par Pape Samba Kane, et ceux qui ont eu à réfléchir sur les questions de la presse, doivent se faire. Et en ce moment, bien évidemment, les plateaux de télé vont être assaillis par ceux qui devraient prendre et avoir la parole. Parce que quand il y a le brouhaha, ñi war a wax bu ñu warata wax coow li su bare ñooñu dañuy dem toog seetaan et toog seetaan boobu en fait moom moo warul. Je commence à être un peu bavard. Je ne pouvais pas ne pas dire cela. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a motivé Yoro, toute mon insistance pour que ce livre puisse être fait et sorti. Nous ne perdons pas du tout espoir parce que le pays regorge de compétences, de journalistes qui peuvent relever le défi. Mais donnons-leur les moyens de faire ce travail. Et pour cela, quand même, les responsables des médias, les patrons de presse ou autres, et les services publics, bien évidemment, ont cette responsabilité. Je ne sais pas si notre ami Pape Alé Niang, directeur de la RTS, est là. S'il n'est pas là, bien évidemment, qu'il sache qu'il est de sa responsabilité première en tant que responsable de l'organe public financé par les impôts des Sénégalais, de participer à relever le débat intellectuel. On a tous vu se dire qu'il y a certains ministres qui, au dernier moment, annulent sa dernière sortie, mais qu'il ne s'en limite pas, qu'il organise les choses et il va voir, les gens vont venir et puis bien évidemment tous les autres vont suivre. Merci à tous et à toutes. Merci aux préfaciers et aux postfaciers. Merci Papa. Merci beaucoup, Dr Diallo. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette introduction. C'est plus qu'une introduction, c'est un cri du cœur, Dr Diallo. Bienvenue à tous et à toutes dans cette cérémonie de présentation des deux ouvrages de Dr Yoro Dia. D'abord, saluer l'édition L'Harmattan qui nous a accueillis ici dans cet espace. Après, j'y reviendrai. L'irrévérence aussi pratiquée par Yoro Dia, mon grand frère d'une vingtaine d'années, c'est aussi de me convier à prendre la parole devant mes maîtres. C'est une tâche absolument redoutable. C'est même quelque chose qui, sous nos cieux foutanqués et dans le fleuve à partir duquel nous avons pris racine, qui peut-être ne se fait pas, mais avec Yoro et sa rage de l'irrévérence, tout finalement devient possible. Je disais donc, j'ai le redoutable honneur et le privilège de parler devant mes maîtres, Tata Aïssata Tall Sall, Madame la ministre, pour qui j'ai une grande estime et une très profonde affection, et je ne manque jamais de les lui montrer. Parler aussi devant mon maître Alioune Badara Diop,
Je suis en école buissonnière, professeur, pris par des engagements que vous connaissez et qui ne laissent quasiment aucun répit avec certains camarades et amis qui sont présents dans la salle. Et je parle aussi devant Yoroja et devant mon petit frère, mon ami, Papa Alioune Sarr. Mais on pardonne tout à Yoroja parce que on prête à l'écrivain américain, auteur de Exit de Ghost, La Tâche, Portnoy, Philip Roth, cette pensée. On lui prête donc cette pensée qui disait qu'il y a deux types d'individus dans une société, dans la République des lettres. Il y a le lecteur qui lit tous les jours et il y a le liseur qui lit 3 heures par jour et qui, durant ces 3 heures-là, ne fait rien d'autre que lire. Et Yoroja a dépassé le stade de lecteur. Il a atteint cette grade effectivement de liseur et c'est pour cette raison que je le confirme, cher Tata, il a tout le temps un livre entre les mains et c'est très impressionnant. Et je dois trahir une confidence que j'avais faite à notre ami commun Ousmane Ndiaye. Quand j'ai appris que Yoro finissait sa thèse, j'ai cru à une mauvaise blague. Ousmane est un garçon journaliste truculent et je pensais que c'était une blague parce que je ne m'imaginais pas qu'un homme du secteur privé très occupé, aux multiples déplacements, puisse en même temps écrire une thèse. Et je ne poursuis pas ce chemin, cher professeur Alioune Badara Diop, on se comprend. Et donc quand j'ai lu le livre de Yoro d'abord pour en signer la préface, et quand je l'ai relu, à chaque fois j'apprends, je découvre plusieurs choses, et je salue ce choix judicieux, et j'apprends qu'il a été commandé par mon grand frère Abdoulaye Diallo, de condenser ses réflexions, ses pensées et ses échanges autour d'un ouvrage de très très grande qualité. Et en relisant l'ouvrage la semaine dernière pour les besoins de cette cérémonie, je me rends compte que je découvre et que j'apprends encore de nouvelles choses que j'ai essayé d'inscrire dans un fil conducteur, dans un fil ténu, et autour, disons, de 3 grandes thématiques que je vais développer rapidement, vu que nous avons eu du retard au démarrage. D'abord, ce que j'ai découvert encore dans le livre de Yoro, c'est le mouvement. Et il est presque drôle, cher Papa Alioune, Tata, etc., que finalement, cette cérémonie s'inscrive sous le sceau de Sisyphe et de son fameux rocher. Parce que la première pensée qui m'est revenue à l'esprit, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Le mouvement, donc presque sisyphien. Et j'ai l'habitude de dire que l'histoire n'est jamais finie. Elle est toujours à faire, elle est toujours à refaire. Et dès l'instant que nous atteignons finalement peut-être un objectif, un autre ou bien d'autres se dressent sur notre chemin. Et un penseur que nous admirons, que nous sacralisons, qui est quelque part un peu notre maître à penser à Mme Aïssata Tall Sall et moi, c'est Jean Jaurès, qui disait que c'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source et que si la démocratie reste dans un mouvement permanent, donc la démocratie, la République, la nation, toutes ces valeurs que nous sacralisons restent fidèles à leur source première. Donc, le mouvement. Et je me réfère à l'ouvrage, à un moment où Babacar Sine, dans son échange avec Yoroja, dit « Le mouvement est la forme d'existence de l'être dans le matérialisme dialectique ». Donc le mouvement. Et à un moment, un des intellectuels interviewés par Yoro dit « En 1998, nous venons de suivre la création du 34e parti politique. » Et c'était un événement extraordinaire quand il le disait. 34. Et une vingtaine d'années plus tard, nous avons eu 19 candidats à la présidentielle et plus de 300 partis politiques. Donc le mouvement permanent. Le mouvement permanent. Des partis disparaissent, des partis naissent au quotidien. Et que quand 34 est un chiffre extraordinaire en 1998, que pouvons-nous dire aujourd'hui de 300, voire de plus de 300 partis politiques? Donc le mouvement. Deuxième idée qui symbolise encore le mouvement, moi je fais partie de la génération qui a eu, disons, ses premières émotions politiques avec le retour de Maître Wade en 1999. Je parle sous le contrôle du ministre d'État Babacar Gaye. Moi, je n'avais pas l'âge de voter en 2000, mais pour moi, pour les garçons de ma génération, il était inimaginable que le pouvoir se transmette démocratiquement. Qu'Abdou Diouf perde le pouvoir, pour moi, c'était inimaginable. Et je me souviens, j'étais un très jeune garçon, voyant le journal de la RTS, parce que de toute façon, il n'y avait rien d'autre à regarder,
le président Abdou Diouf visitait la Mecque pour les besoins de la Oumra et les autorités saoudiennes lui avaient ouvert la Kaaba. Et ma mère, dans sa gentillesse et dans sa candeur touchante, me dit Kaaba gi moom loo fa ñaan day am. Ma ne ko donc day ñaan pour gagner. Donc il va gagner. Donc pour nous, il était inimaginable. Donc c'était quasiment un secousse tellurique, quelque chose d'extraordinaire. Quand le lendemain du second tour, j'étais chez mon ami Iliman qui est retourné auprès de notre créateur et qu'on apprend à la radio, oui, Abdou Diouf vient d'appeler Abdoulaye Wade pour le féliciter. Pour moi, c'était impossible. Pour moi, le pouvoir ne pouvait pas se transmettre démocratiquement. Et une vingtaine d'années plus tard, toujours autour de cette idée du mouvement, l'alternance, comme le dit souvent Yoro dans ses interventions, est devenue la respiration naturelle de la démocratie sénégalaise. Et le mouvement toujours. Ce qui s'est passé entre février et mars 2024, nous n'allons pas revenir sur les péripéties, mais nous montre encore une fois la puissance de la démocratie, mais aussi la force du mouvement qui est finalement la forme de l'existence dans la société, dans le matérialisme dialectique, pour reprendre Babacar Sine. C'est-à-dire que des personnes qui étaient entre les liens de la détention, 10 jours plus tard, sont élues, une semaine plus tard, sont installées aux fonctions les plus hautes dans la plus grande démocratie d'Afrique. C'est extraordinaire. Donc, toujours le mouvement. Mais le mouvement, cher Papa Lune, chers amis, ne se fait pas seulement en avançant. Le mouvement, il peut être aussi à reculons. Et je vais citer deux choses très rapidement. Là, le Sénégal est un des auteurs, Yoro, la drogue a bousillé mon cerveau, donc je ne peux plus dire exactement qui a dit quoi, parce que tu m'as appris à fumer du chanvre indien. Un des auteurs dit: le Sénégal était la terre à accueillir des bureaux du SWAPO, du FRELIMO, de l'OLP. Nous avons donné un passeport diplomatique à Yasser Arafat. Nous avons accueilli tous les mouvements de libération, tous les mouvements nationalistes à l'époque, autour de la figure du président Senghor, autour de la décision du président Senghor. Mais désormais hier soir très tard, j'ai appris la triste nouvelle que notre ami mauritanien, combattant pour les droits, pour les libertés, a été prié gentiment de cesser ses activités, voire de retourner dans son pays. Ce n'est pas le Sénégal que nous connaissons, ce n'est pas le Sénégal que nous voulons, ce n'est pas le Sénégal qui est digne et fidèle à cette grande histoire de soutien et d'accompagnement des luttes. Le mouvement aussi, pays de synthèse, pays des compromis dynamiques, pays de Christian Valentin, pays de Jean Collin, est devenu finalement, malheureusement, et il faut le souligner, le pays de France dégage. Le mouvement, Papa Lune, le mouvement. Mais le mouvement est comme la jeunesse, il n'est pas toujours porteur d'espoir. Et j'ai utilisé le mot mouvement et non le progrès. Donc le mouvement, il se fait dans un sens, il peut aussi se faire dans le sens inverse. L'autre chose qui m'a aussi marqué dans la lecture, c'est cette idée forte de praxis dans tous les entretiens. La jonction, l'alliage, ou voire l'alliance entre la pensée et l'action. Et j'en reviens toujours à Babacar Sine, marxiste-léniniste total, ancré dans le matérialisme dialectique, qui à un moment donné fait un pas de côté et se descend et rejoint Alioune Ndoye et Maître Aïssata Tall Sall autour de cette belle idée du socialisme démocratique. Le décentrement, et il allie la pensée à l'action, philosophe qu'il était, membre du Parti communiste français, qui était très suspicieux d'ailleurs de mai 68, parce que c'était considéré un peu comme une agitation de gauchistes complètement pervertie. Et à un moment donné, il dit « Je ne suis pas dogmatique, je ne reste pas enfermé dans des cases, je bouge, je dynamise ma pensée et je rejoins le socialisme démocratique parce que je suis convaincu désormais que l'économie de marché est irréversible et que la liberté, la démocratie sont des absolus à sacraliser, à défendre et à valoriser. La praxis. Djibo Leyti Ka crée l'Union pour le renouveau démocratique à partir des secousses, des courants au sein du Parti socialiste. Et dans son interview avec Yorodia, il développe cette idée de socialisme démocratique et il y va en profondeur. Et on voit, quand on retourne au titre, il n'est ni philosophe, ni homme de lettres comme toi, Papa Lune, il est économiste. Donc quelqu'un qui a le nez sur les chiffres, le nez sur la réalité, mais qui pense
son action politique à partir de sa réalité, parce qu'il parle du monde rural, il parle des faibles, des opprimés, il parle aussi de tout ce grand peuple des déshérités sénégalais. Donc, à partir de sa réalité d'homme d'État qui a conçu, qui a contribué en tout cas à la conception de tous les plans économiques de développement depuis Senghor, il s'élève aussi au niveau d'une pensée philosophique sur la gauche. La praxis toujours, notre ami Dr Diallo Diop, qui lui nous pose quelque chose d'essentiel. Dr Diallo Diop parle de la gauche en disant que c'est eux la gauche. On dit oui, le PS, il dit non, ils sont de droite. Oui, non, ça c'est, ils sont de droite. Oui, il dit non, ils sont de droite. De toute façon, c'est des vulgaires gens de droite, etc., qui ont trahi les masses, le peuple, etc., même s'ils s'en défendent. On dit oui, le renouveau. Il dit bon, oui, mais Abdoulaye Bathily et Landing, on dit que non, 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 Djibo ne peut pas rentrer. Il dit non, 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 Djibo a trahi ses idéaux pour nous rejoindre. Donc nous, on le prend parce qu'il est de gauche. Donc, Diallo Diop, médecin, homme politique, aujourd'hui qui sert à la présidence de la République, donc dans les arcades du pouvoir politique, mais qui est aussi un homme de pensée, un homme de rigueur, un homme attaché aux idées et à la pensée transformatrice. On peut être d'accord ou pas. Donc cette idée de la praxis, que l'on ne retrouve plus, et ça je me retourne vers mon grand frère Abdoulaye, qui brosse quand même quelque chose de très essentiel. Le niveau du débat politique sénégalais, le niveau du débat public sénégalais, parce qu'il n'est pas seulement politique, c'est le niveau du débat public sénégalais qui est quand même assez désastreux, voire plutôt affligeant. Mais cher Abdoulaye, à l'attention de nous tous, en tout cas de mon point de vue, on peut reprocher effectivement aux journalistes des responsabilités, on peut reprocher des mêmes choses aux chroniqueurs, mais est-ce que les journalistes et les chroniqueurs peuvent commenter autre chose que les hommes politiques n'ont pas dit? Est-ce que ce ne sont pas finalement beaucoup de nos hommes politiques qui sacralisent au quotidien le fait divers? Est-ce que ce ne sont pas les hommes politiques, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, qui à chaque fois qu'ils prennent la parole, se soucient, comme on dit dans le hip-hop, de la punchline, se soucient de la petite vidéo qu'on va couper pour la mettre sur TikTok, et que finalement, ce sont des propulseurs, des défricheurs et des embrayeurs de faits divers dans la société. Un journaliste m'a appelé récemment pour me demander de commenter les propos d'un tel. Et je lui ai dit, moi, désolé, monsieur le journaliste, vous êtes très, très sympathique au demeurant, et très correct, mais moi, je ne commente pas les faits divers. Un tel a dit ça, et j'invite surtout les hommes politiques et surtout ceux qui sont en responsabilité d'être à la hauteur des fonctions qui sont les leurs, à la hauteur de notre belle et grande histoire dont je viens de citer quelques épisodes, et à la hauteur du moment, et à la hauteur surtout de là où peut-être pourrait aller notre pays au regard du contexte géopolitique, c'est-à-dire de parler d'économie, de parler de questions de société, des questions des femmes. Et c'est le seul reproche que je ferai à Yorodia, deux reproches, l'un des deux, de carrer des droits des femmes. Mais les hommes politiques, s'ils parlent effectivement de faits divers, un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait cela, je suis fâché, je suis vexé, les uns, etc. Bon, écoutez, je suis désolé, les chroniqueurs, les journalistes ne vont pas inventer de la matière, ils vont commenter ce que les hommes politiques disent, et malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, parlent de faits divers. Et j'en viens, parce que je l'avais réservé à la fin, mais je vais dire tout de suite aux deux choses très rapides que je reproche à Yoro. D'abord, la première, je l'ai mentionné dans la préface, malgré ses dors tcharoïwa, Yoro est un indécrottable libéral et cela me chagrine. Cela me chagrine parce que tout est conçu chez Yoro pour être un homme de gauche et le rester. Je parle sous le contrôle du professeur Badia. La deuxième chose que je lui reproche, c'est que sur les 30 intervenants, il y a une seule femme, le professeur Pendambo. Et je ne sais pas si c'est un choix, à partir en tout cas, c'est un choix personnel, ou bien est-ce que c'était les entretiens qui étaient disponibles et que les autres peut-être n'ont pas pu être gardés dans les archives. Mais c'est quelque chose auquel peut-être il faut veiller, parce qu'il y a 29 intervenants et une seule intervenante, le professeur Pendambo. Toute dernière chose, je commence à être long, que j'ai retenu parmi d'autres, c'est que tous les intervenants dans le livre, hommes politiques, intellectuels, parlent quand même de quelque chose d'essentiel, la laïcité. Et j'ai l'impression qu'en posant
les bases de la République, en tout cas en faisant une conversation publique, comme c'est le cas depuis quelques années, on parle beaucoup de République, de l'État, de la nation, on a tendance parfois à ignorer la laïcité ou un peu à considérer que ce n'est pas très important. Et nous avons eu des coups de semonce ici, et nous avons à nos frontières des gens qui se sont levés pour s'en prendre à la laïcité. Donc il est important de sacraliser la laïcité dans le sillage des entretiens que Yoro nous fait lire. Parce que c'est quoi la laïcité, entre autres? C'est la neutralité de l'État par rapport au culte, mais c'est aussi le rempart de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas face à toute forme d'absolutisme. Même dans le Coran, il est dit « La ikraha fid-din », nulle contrainte en religion. Donc qui sommes-nous, hommes de chair et de sang, pour décider qu'il faut contraindre les gens à exercer ou pratiquer quelque religion que ce soit? Et je le mentionne et je le dis toujours, même si c'est un débat un peu glissant pour un homme politique, il faut que j'apprenne un peu, et je compte sur Tata, etc. Je dis toujours ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, parce que dans le pays vivent effectivement des gens qui croient comme des gens qui ne croient pas et qui sont des Sénégalais d'égale dignité. Et je finis, Yoro parle de freedom of religion et freedom from religion, la conception de laïcité de la France et celle des États-Unis. Et il dit que le Sénégal, la conception sénégalaise est une voie médiane. Moi, je suis d'accord avec lui, même si je dis que ce sont les Français, depuis une vingtaine, trentaine d'années, qui, sous les coups de boutoir de l'extrême droite et de certes une forme de gauche qui se dit républicaine et universaliste, qui veulent faire dévier l'idée de laïcité. Mais à la base, avec la loi de 1905 française, la laïcité sénégalaise se rapproche beaucoup de la laïcité initiale française votée en 1905 à travers une loi. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? La loi de 1905 en France tranche un débat épique, virulent, entre Émile Combes et Aristide Briand. Émile Combes était pour une conception rigoriste de la laïcité, d'ailleurs on appelle ça les laïcards, qui ne veulent absolument pas entendre de la religion, et dans la filiation de celles et ceux, surtout ceux qui avaient égorgé les prêtres durant la Révolution française, notamment chez les Chouans, les Fouchés, etc. Et Aristide Briand était pour la conception autre, c'est-à-dire l'État ne finance et ne reconnaît aucun culte, mais l'État accepte que tout un chacun puisse vivre sa religion, quelle qu'elle soit. Et cette idée, elle a été dévoyée par les Français il y a une quarantaine, 30, mais surtout depuis 2007, disons. Mais la laïcité sénégalaise, c'est que les gens qui croient, comme disent mes amis sérères, les gens qui ne croient pas, puissent cohabiter dans le même espace géographique. Donc, de ce point de vue-là, peut-être que dans le tournant civilisationnel qui se préfigure et qui se configure, le Sénégal a des choses à montrer au monde. Je vais conclure, cher Papa Lune, pour dire que cette assemblée aujourd'hui consacre deux choses qui sont à l'apparence contradictoires, mais qui se recoupent et qui se touchent. C'est d'abord la défaite de Senghor et sa victoire en même temps. La défaite de Senghor, parce que pour moi, c'est le premier Sérère éveillé, et peut-être c'est le seul d'ailleurs, avec mon ami Mohamed Bougar Sarr. Mais aujourd'hui, avec ce présidium, avec Tata Aïssata, Yoro et le professeur Diop et moi-même, Senghor est vaincu. Aujourd'hui, il est établi, Dr Samba Faye, que les Pulaars constituent la centralité de la pensée et la pierre angulaire de la réflexion dans notre pays. Ce débat, je ne peux plus en entendre parler. Et si vous permettez, professeur Diop, d'autorité, je déclare que la victoire est acquise. Mais deuxième chose, et je finirai peut-être là, c'est aussi la victoire de Senghor, parce que aussi Halpulaar que nous sommes, aussi imbibés dans les racines foutanké que nous sommes, aussi nous citons quand même Senghor qui disait dans un vers très connu que les Lamentins reviennent toujours boire à la source. Je ne peux pas finir, mes chers amis, sans quand même dire une chose à l'attention d'un ami qui m'est très cher et qui est aussi très cher à Yoro Dia, je le sais, c'est Moustapha Diakhaté. La dernière fois que je lui ai parlé, il était en train de lire les deux ouvrages de Yoro Dia. Moustapha m'a dit que personne ne vienne me voir, je consacre mon temps
à la lecture et à la pensée. Je ne peux pas être ici et commenter les 2 ouvrages de Yoro Dia sans penser à mon ami Moustapha Diakhaté qui est en train de lire ces ouvrages. Et à travers Moustapha Diakhaté, l'Assemblée ne sied pas à ces types de considérations, mais je pense à tous les autres qui sont aujourd'hui dans les liens que nous savons. Je vous remercie. Je rends la parole à Maître Aïssata Tall Sall. On ne lui donne pas la parole à Maître Sall, on la lui rend. Je vous remercie. Cause de nos différences, et de considérer qu'il y a quelque chose qui nous unit, qui va au-delà de notre personne, à laquelle nous sommes attachés plus à notre propre personne, et qui s'appelle le Sénégal. La première fois que je suis allée aux États-Unis, c'était dans l'État de Texas, à Dallas. Et puis je rencontre des Américains. Première curiosité, chaque fois qu'on leur demande qui ils sont, ils répondent « We are Texans ». C'est des Texans. Moi, il ne me viendrait jamais à l'esprit d'aller quelque part, qu'on me pose la question de savoir qui suis-je et que je réponde « Halpulaar ». Je ne le ferai pas. Je dirais « Je suis sénégalaise ». Et ça, nous le devons à l'édification d'une nation très très forte. Et Senghor a beaucoup contribué à cela. Bien sûr que ses prédécesseurs y ont travaillé. Bien sûr que ses successeurs l'ont conforté. Mais il a été un homme clé dans la consolidation de ce que nous appelons aujourd'hui la nation sénégalaise. Cela dit, je suis très heureuse de l'absence de Sidiki Kaba. Parce que je dois vous révéler un secret. C'est le Premier ministre Sidiki Kaba qui aurait dû venir à ce présidium. Et voilà que par les circonstances de son agenda, il est absent et que le sort me désigne avec beaucoup de plaisir, pour ce qui me concerne en tout cas, avec beaucoup d'honneur, à être ici à ce présidium. Non pas pour présider, mais pour peut-être écouter ce qui va se dire de part et d'autre. Alors écoutez, on a déjà écouté M. Diallo. Et nous lui devons, à lui aussi, le plaisir d'avoir eu cet ouvrage de Yoro Dia, qui est un concentré de ces différents entretiens avec quelques hommes politiques et non moins intellectuels sénégalais. Je voudrais, à vos noms, à vous tous, remercier M. Diallo pour avoir eu cette persévérance à pousser Yoro Dia à mettre en œuvre cet ouvrage. Ensuite, saluer ceux-là qui sont là, mon neveu Hamidou, dont la prodigialité maintenant intellectuelle n'est plus à démontrer. Je pense que de plus en plus de compatriotes le découvrent. Je l'ai vu tout petit chez moi, en train, avec ma fille, d'écrire « Politisez-vous ». Et déjà, j'avais senti qu'il y avait une bonne graine d'engagement à la fois intellectuel et politique au profit du Sénégal. Je voudrais, en le saluant, l'encourager à continuer sur ce chemin. Saluer M. Alioune Badara Diop, le professeur Alioune Badara Diop, que je connais également, que je rencontre, je crois, pour la 2e fois, et dont je connais aussi la pertinence. Alors, Yoro, toi, je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. On a tellement de choses en commun. D'abord, nos cafés de lundi matin, il y a très longtemps, très très longtemps, où tu me faisais l'honneur et le plaisir de passer à mon cabinet, les lundis vers 11h, jour redoutable s'il en est, mais où, en prenant le café, on échangeait en déconstruisant le monde 4 fois et en le reconstruisant 5 fois, sans y arriver. Déjà, Sisyphe était entre nous et bien présent. Ensuite, je t'ai suivi, bien sûr, dans tout ton parcours journalistique, intellectuel. Et finalement, nous nous sommes retrouvés avec quelques-uns ici, dans cette salle, autour de la table du Conseil des ministres, avec le privilège particulier, pour ce qui nous concerne tous les deux, que nous continuions à échanger dans l'avion de commandement, puisque nous étions tous les jours dans les voyages avec le président Sall, et que nous avions le plaisir et le privilège, restant dans la cabine, de continuer
à discuter. Et ce qui m'avait frappé et qui me frappe toujours, c'est le livre que tu tenais en main. Systématiquement, pour ne pas dire toujours, pour ne pas dire constamment. Et à chaque fois, l'occasion ne manquait pas, moi, par curiosité, de savoir quelle était la cause ou quels étaient les motifs de la lecture et de pouvoir engager un débat avec toi. C'est dire que tu es l'intellectuel parfait, c'est-à-dire le Sisyphe qui ne se contente jamais de ce qu'il observe. Et je le répète souvent, et je vais le dire encore, il y a un intellectuel qui s'appelle Bernard Shaw, que vous connaissez, qui a dit un jour, il y a deux personnes dans le monde. Il y a la personne qui voit le monde tourner et qui se dit, mais comment le monde tourne, et qui essaye de comprendre. Et puis il y a l'autre. L'autre, c'est celui qui voit le monde tourner, qui dit, mais attendez, pourquoi il ne tournerait pas autrement? C'est à cette personne-là qu'il faut s'adresser. C'est-à-dire celle-là qui est dans la remise en cause générale, perpétuelle, presque au quotidien. C'est celui-là, Sisyphe. Sisyphe, vous l'avez dit, cette grande mythologie grecque, avec ce monsieur qui n'arrête pas, d'ailleurs qui se passe à Corinthe, dans les îles grecques, ce monsieur qui n'arrête pas de pousser son rocher, et une fois qu'il pense qu'il est arrivé au bout, qu'il va encore la pierre redescendre, parce qu'il faut recommencer. Est-ce que nos démocraties sont ainsi? Oui, heureusement qu'elles sont ainsi. Parce que le propre d'une démocratie, c'est qu'elle ne peut pas être figée. Elle ne s'arrête pas. Le jour où elle s'arrête, elle n'a plus ce qui la nourrit et ce qui l'impulse et ce qui fait qu'elle se perfectionne. Et voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit ces deux livres-là sont deux en un seul et qu'il y a comme une sorte de trait d'union qui les relie. Et c'est tout à fait vrai. Et le trait d'union, vous le savez mieux que moi, vous le connaissez mieux que moi, parce que moi, mon métier, c'est peut-être de parler sans trop aller au-delà. Mais le trait d'union, c'est cette petite chose qui relie deux mots, parfois deux idées, qui semblent n'être rien du tout, mais quand vous l'enlevez, ne donne de sens ni au premier, ni au second. Mais une fois qu'il est au milieu, donne la plénitude de leur sens à tous les deux. C'est exactement ce qui se passe avec ces livres. C'est peut-être partant de ce que Yero a vécu avec tous ces intellectuels, liant cela avec le constat de notre système politique, de son vécu, de ses acteurs, qu'il a réussi à comprendre que la démocratie sénégalaise, particulièrement la démocratie sénégalaise, est un travail de Sisyphe. Eh bien, si la démocratie sénégalaise est un travail de Sisyphe, nous devons être acceptés et avec plaisir pour rejoindre Sartre, d'être les Sisyphes de cette démocratie, de pousser cette roche, de penser qu'elle va toujours arriver à bout, de remarquer qu'elle n'y arrive pas et d'avoir encore l'absolu plaisir de recommencer et chaque fois de remettre le métier sur l'ouvrage. En tout cas, Yero, bravo. C'est, j'allais dire, du grand art par l'écrit, du grand art par la réflexion, mais c'est en même temps un défi que vous lancez à tous les politiques, à tous les intellectuels du Sénégal, de continuer à réfléchir, à se pencher sur notre système. Le jour où on ne le fera plus, eh bien, ça n'est terminé, nous, de notre mission. Et je suis d'accord avec M. Diallo. Ce qui se passe aujourd'hui sur nos plateaux de télévision, dans nos journaux, écrits, dans ce qu'on entend, mais après on se dit, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de nous quitter. Et je voudrais saluer les excellents journalistes, je vois ici Iboufal et beaucoup d'autres, qui sont là présents et qui, de ce point de vue, font un travail remarquable. Mais ils ont la responsabilité de continuer. De continuer parce que c'est par le débat qu'on va se nourrir. C'est par le débat qu'on va s'élever. C'est par le débat qu'on va s'accepter. Et c'est par le débat que la démocratie va continuer à être ce qu'elle est, c'est-à-dire une œuvre en perpétuel perfectionnement. Je voudrais vous remercier à vous tous et féliciter encore une fois. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui m'ont fait l'honneur de venir assister à cette cérémonie.
Je vais commencer naturellement par le ministre Aïssata Tall Sall, qui m'a fait l'honneur d'être là, le professeur Alioune Badara Diop, à qui je dois beaucoup, parce que quand on parle de démocratie décisive, je me suis aligné sur sa pensée. Il a fait un excellent livre qui s'appelle « Le Sénégal, une démocratie de phénix ». Donc moi, un bon disciple, et puis je me suis tracé dans son sillage pour parler de démocratie décisive, j'y reviendrai. Et je voudrais aussi remercier mon ami Amidou Anne. Amidou Anne, beaucoup de choses nous lient. Je me rappelle, à l'époque, jeune diplomate sortant de l'ENA, je lui dis, tu es trop intellectuel pour rester dans l'administration. Tu es trop intellectuel, tu es trop libre pour être diplomate. Et donc, on partageait en commun une grande passion pour la musique classique et le bon café. Donc, je l'ai encouragé, je l'ai poussé à aller faire l'ENA. L'ENA en France, et aujourd'hui, c'est une grande fierté pour le Sénégal. Et je remercie aussi Pape Alioune Sarr, parce que je dis Pape Alioune Sarr, Les Belles Lettres, son émission, c'est un îlot de culture, d'art, de littérature, dans l'océan de l'ignorance et de l'inculture qui avance au Sénégal. Et je voudrais aussi remercier mes collègues du gouvernement, notamment Mme Angélique Manga, Pape Sagna Mbaye, Karim Fofana, mon ami Kassé. Et pour le premier livre, Les Intellectuels dans l'alternance, je dis à Karim et Kassé, il faut qu'il fasse des efforts pour être dans le second tome. Parce que le père de Karim Fofana, le ministre Ablaye Fofana, est dans les intellectuels, dans la marche vers la première alternance. C'était un grand honneur. Et j'ai eu la chance, un dimanche matin, d'avoir le ministre Ablaye Fofana, Amady Alidien, le ministre Assane Seck, venir nous parler des événements de 62. C'était déjà en 98. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, on a l'impression que c'est encore des questions d'actualité. La crise de 62 est encore actuelle. Je remercie aussi ma famille, ma femme, mes enfants, mes voisins, le maire de Thiaroye-sur-Mer. Beaucoup de choses me lient à Thiaroye-sur-Mer. Donc le maire de Thiaroye-sur-Mer, mon grand frère, délégué de quartier à Thiaroye-sur-Mer. Je voudrais aussi distinguer le maire Maguette Sène et son petit frère Mbaye Sène, que j'ai eu la chance de connaître il y a cela une semaine, un sérieux agrégé. Et j'aimais souvent taquiner les gens de Mbaling, mais j'ai dit à mon ami Saliou Ngom, je ne dirai plus un mot qui n'est pas convenable de Mbaling aussi longtemps que mon village de Keur-Yoro-Sadio, on n'aura pas d'agrégé. Parce que quand même, comme on dit, les grands esprits sont toujours humbles. Ce monsieur agrégé de philosophie, moi je n'ai vu qu'un serrère, je lui demande de me couper des mangues. C'est a posteriori que j'ai compris que le monsieur est agrégé de physiologie. Donc je remercie tout le monde, je remercie ma famille, les amis qui ont tout fait le déplacement pour cette cérémonie-là. Vous avez beaucoup parlé de Senghor. Pour moi, Senghor est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Et comme je dis souvent dans les débats, et puis ça ne plaît pas aux Sérères, le seul défaut de Senghor, nul n'est parfait. Le seul défaut de Senghor, c'est qu'il est Sérère. Le seul défaut de Senghor, c'est qu'il est Sérère. Et puis, évidemment, quand vous voyagez, quand vous comparez, on se rend compte de la chance que nous avons au Sénégal. Ce qu'on appelle, le livre La démocratie décisive insiste beaucoup sur ça. Les piliers et les fondateurs de l'exception sénégalaise. En résumé, les fondateurs de l'exception sénégalaise, c'est deux hommes. C'est le président Léopold Sédar Senghor. En 1960, à l'indépendance, les autres chefs d'État africains n'ont même pas attendu d'avoir des prétextes pour abolir le multipartisme. Côte d'Ivoire, partout. Et Senghor quand même maintient le multipartisme et le régime parlementaire qu'on avait hérité de la France de 1958 jusqu'en 62. Donc c'est pourquoi je dis dans le livre, Senghor est l'un des poumons de l'exception sénégalaise. Et naturellement, à l'époque de Idi Amin Dada, de Bokassa, de Mathias Nguema, pendant que les gens se proclamaient président à vie, Senghor a maintenu la démocratie au Sénégal. Premier poumon de l'exception démocratique. Le deuxième poumon, naturellement, c'est Ablaye Wade. Parce que Senghor a eu la chance. Vous qui parlez de débat, c'est vrai que le débat a dégringolé. Senghor, il n'y aurait pas d'exception sénégalaise si Senghor n'avait pas la chance d'avoir un opposant qui s'appelle Ablaye Wade. Et dans les années 60, la mode, c'était les luttes armées, les guérillas. Et Ablaye Wade, lui, accepte de jouer le rôle de l'opposition légale. Donc c'est ça les deux poumons de l'exception sénégalaise. Et la chance que nous avons dans le pays, c'est ça. Je me rappelle le jour de la soutenance de ma thèse. Il y avait le professeur Maurice Soudieck-Dione qui me reprochait d'avoir consacré trop de pages à Senghor.
Comme pour lui, oui, Yorodia, pour vous, Senghor n'a pas de défaut, il a fait l'État, il a fait la nation, vous sortez votre rite de Peul, vraiment. Je lui dis, mais non, professeur, Senghor a un défaut. Il me dit, ah, enfin, on va entendre un défaut de Senghor. C'est quoi le défaut de Senghor? Je lui dis, professeur, le seul défaut de Senghor, c'est qu'il est sérieux. Et là, les gens ont beaucoup rigolé, mais c'est la réalité. Parce que je lui dis, monsieur le professeur, c'est ça la chance du Sénégal. Nous sommes en 2022. On parle de la crise de 1962. Moi, même si je ne parle pas Pulaar, moi, le Hal Pulaar, encore une fois, je me réjouis, comme je le dis, que Senghor l'ait emporté politiquement en 62 et aujourd'hui historiquement. Parce que le débat qui oppose Senghor à Dia, c'était, en simplifiant, le primat de l'État sur le parti. Senghor défendait l'idée qu'il devait y avoir un primat de l'État sur le parti. Donc je dis, je me réjouis politiquement que Senghor l'ait emporté en 62 politiquement et aujourd'hui historiquement. Aujourd'hui, qui débat du primat du parti sur l'État? Et je dis, vous voyez, c'est ça le charme du Sénégal. Moi, je suis du côté de Senghor et vous êtes du côté de Dia. Je lui dis, en 62, Seydou Nourou Tall, le musulman, le bon musulman, était résolument du côté du côté de Senghor. Dans les mémoires du juge Ousmane Camara, on peut lire un témoignage du cardinal Thiandoum qui écrit au tribunal pour défendre Dia, en demandant au tribunal d'examiner le dossier Dia avec la plus grande bienveillance. Et pour lui, le seul défaut de Dia, c'est sa passion pour le Sénégal et sa passion d'aller vite. Et c'est ça le charme du Sénégal. Et c'est ça que Senghor nous a donné. C'est-à-dire d'avoir fait du Sénégal une société détribalisée. Une société détribalisée, une société dédinisée. Et je montre dans le livre qu'un pays, c'est une histoire de génération et d'évolution. Senghor a fait la nation. Et quand on voit les 20 ans de Diouf, Diouf ne va pas entrer dans l'histoire pour les infrastructures, mais Diouf a renforcé l'État. Abdoulaye Wade, lui, il va entrer dans l'histoire comme celui qui a été à l'origine du combat pour les libertés publiques, mais aussi de la première alternance. Donc c'est une affaire de génération. Maintenant, ce que je dénote dans le livre comme étant la démocratie de Sisyphe, Talleyrand disait que nul n'est plus heureux que celui qui a vécu les années devant la Révolution française. En faisant le livre sur les intellectuels, j'ai eu ce sentiment que c'était une révolution. C'était une période exceptionnelle pour l'histoire du Sénégal, cette marche vers la première alternance. Maintenant, la démocratie de Sisyphe, ça veut dire que cet éternel recommencement, évidemment, la démocratie, comme disait Aristide Tocqueville, l'apathie est l'ennemi des démocraties. Évidemment, les démocraties sont toujours bruyantes, il y a eu du débat, il y a tout ce qu'on veut. Mais maintenant, ce que j'appelle la démocratie, c'est l'éternel recommencement sur les questions, les règles du jeu. La démocratie, il doit toujours y avoir un débat. Mais malheureusement, au Sénégal, depuis 1983, on a l'impression que le débat est essentiellement électoral. Et dans un pays qui peut se payer le luxe d'avoir 3 alternances, en 20 ans, on a réglé la question politique, on a réglé la question des institutions. Et donc on voit, et puis quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, on est revenu. C'est pourquoi je dis dans le livre, le Sénégal est une démocratie demdique. Par exemple, quand Madame le ministre l'a dit, le professeur Diop l'a dit, quand Bassirou Diomaye Faye sort de prison et 10 jours après devient président de la République du Sénégal, le Sénégal est le seul pays au monde capable de faire ça. Élire quelqu'un le 24 mars et de l'installer comme président le 1er avril. Mais ça veut dire qu'on a une grande administration, on a un État efficace. Mais malheureusement, dès le lendemain, dans le premier discours, on revient aux questions des règles du jeu. Redorer le blason de la justice. C'est pourquoi je dis parfois nous allons au niveau de la Suède, du Danemark, quand nous avons des alternatives exemplaires. Mais dès le lendemain, on retourne au niveau du Congo démocratique. Aujourd'hui, on est encore revenu au niveau du Congo démocratique. Aujourd'hui, c'est quoi le débat principal? Oui, les questions de liberté, les questions de diffusion de fausses nouvelles, les règles du jeu. Et quand on voit aujourd'hui les rapports entre le Premier ministre actuel et le président de la République, on en revient à 62. Ça veut dire qu'on perd 60 ans. Aujourd'hui, on perd 60 ans. Et j'ai l'impression que le Sénégal, de façon naïve, est à la quête d'institutions parfaites. Et c'est pourquoi je dis dans le livre, les Sénégalais sont convaincus qu'il y a un lien entre les institutions et l'efficacité économique. Or, rien n'est plus faux. Rien n'est plus faux. La révolution industrielle est née en Angleterre, pas en France. La France était très avancée, révolution. Aujourd'hui, l'Angleterre a plus de 200 premiers ministres. Et c'est pourquoi dans le premier livre, l'intervention de Serigne Diop est très intéressante. Le professeur Serigne Diop, le meilleur spécialiste africain du Premier ministre, nous montre que le Premier ministre est un accident de l'histoire.
Mais aujourd'hui, dans tous les pays, on a des premiers ministres. Mais Serigne Diop rappelle que c'est un accident de l'histoire. C'est après que les Anglais, qui respectent toujours les traditions, l'ont sacralisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un roi allemand qui avait hérité de la couronne d'Angleterre. Ce monsieur est allemand. Il vient de temps en temps en Angleterre. À un certain moment, il dit, bon, comme je suis souvent absent, il prend quelqu'un du cabinet. Il dit, comme je suis souvent absent, je vous mets devant. Comme ça, vous arbitrez, vous tranchez. Donc, vous êtes le primus inter pares, le premier parmi les ministres. Et puis, ce monsieur, en bon allemand, retourne en Allemagne. Il reste 2 ans, et puis aucune nouvelle d'Angleterre. Il dit, ah, si ça continue comme ça, les Anglais vont se dire bientôt, on n'a pas besoin de roi. Et il revient, jaloux, il convoque le cabinet. Et il veut virer le Premier ministre. Le Premier ministre lui dit, ok, d'accord, tout le gouvernement se solidarise avec le Premier ministre. Il dit, vous me contestez mon titre de roi? Le Premier ministre dit, jamais, on ne peut pas le contester. Il dit, donc vous me reconnaissez mon titre de roi? Oui, bien sûr. Il a dit, donc je vais régner? Oui, bien sûr, mais maintenant vous gouvernez. Donc c'est pas de ce mois qu'est né, le roi règne, mais ne gouverne pas. Donc vous voyez l'Angleterre. Ils ont plus de 200 premiers ministres, toujours avec les mêmes textes archaïques. Le Japon, où on a eu la révolution industrielle, les textes actuels du Japon datent de la révolution du Meiji. Ça a plus de 2 siècles. Quand vous prenez les États-Unis, Mme Aïssata Sall l'a dit, la Constitution américaine, une vieille dame de plus de 2 siècles qui gouverne aujourd'hui le pays le plus puissant. Et donc, dans la démocratie, je dis, il faut que le Sénégal arrête la démocratie de Sisyphe. C'est quoi la démocratie de Sisyphe? Il faut conduire le débat, mais il faut changer la courbe du débat. Bientôt 10 ans, on est au moins d'accord sur ça, que le Sénégal n'a pas un problème politique, le Sénégal n'a pas un problème institutionnel, le Sénégal a un problème économique. Et malheureusement, quand on voit le niveau du débat, quand on voit le débat, à la limite, il n'y a pas d'économie. Et c'est pourquoi je dis, si on parvient à changer la courbe du débat, si on sort de la démocratie décisive, l'exception démocratique peut devenir l'exception économique. Regardez la position géographique du Sénégal, elle est exceptionnelle. Nous sommes en face de l'Amérique. Nous sommes à quelques heures de l'Europe, nous sommes la porte du continent. Rien que notre position géographique et géostratégique peut nous permettre de décoller. Aujourd'hui, nous avons une fenêtre de tir extraordinaire. Le Sénégal a été l'exception démocratique. Aujourd'hui, nous sommes le dernier îlot de stabilité dans la sous-région. Quand vous prenez tous nos voisins là, ils sont dirigés par des militaires, par des généraux. Ou bien ils ont des problèmes militaires, ou ils ont des problèmes djihadistes. Le Sénégal est le dernier îlot de stabilité. Et quand vous avez ça, vous avez une fenêtre de tir extraordinaire pour transformer le pays en 10 ans et en faire une Suisse, le pays le plus riche. Regardez le modèle suisse. Les Suisses, depuis 1648, ne font jamais la guerre. Et quand les gens font la guerre, ils disent, ok, faites la guerre, mais bon, vous avez des biens à protéger, amenez ça chez nous. Mais chaque pays fait la géographie, fait la diplomatie de sa géographie, de son histoire. Et aujourd'hui, quand je vois, je dis, mais le seul président que nous avons eu et qui a compris la vocation du Sénégal, c'est Senghor. Le Sénégal ne peut pas être souverainiste. Le Sénégal est forcément dans l'universel. Vous êtes à 4 heures de l'Europe, vous êtes en face des États-Unis, vous êtes le pont naturel entre le Maghreb et l'Afrique noire. Un pays comme ça ne peut pas être dans le souverainisme. On ne peut pas être le Burkina. Le Burkina est un pays enclavé. Nous avons une histoire atlantiste. L'Atlantique fait partie de notre histoire. Donc, c'est des problématiques comme ça que je pose dans le livre. Hamidou a parlé de laïcité. Et il a raison. La laïcité que nous avons actuellement et qui fonctionne, il y a 2 formes de laïcité. La première, c'est la laïcité française. Freedom. Aujourd'hui, les gens pensent que la France est intolérante vis-à-vis de l'islam. Ce n'est pas seulement l'islam. La France est intolérante vis-à-vis de toutes les religions. Et puis les catholiques ont souffert en France, vous avez vu l'affaire Dreyfus. L'autre modèle de laïcité, c'est la laïcité américaine. Freedom of religion. Aujourd'hui, si vous débarquez à Washington, devant la Maison Blanche, et c'est ça qui me fascine quand je vais à Washington, il y a un vieux Pakistanais qui est là-bas, qui prie depuis bientôt 15 ans pour que la foudre s'abatte sur la Maison Blanche. Et le monsieur, chaque fois qu'il vient, et puis ce sont les messieurs américains qui disent, ah ouais, mais j'espère que les prières vont être exaucées aujourd'hui, et qu'il aide à installer ces trucs. Et ce monsieur est convaincu qu'à force de prier, il va attirer la foudre sur la Maison Blanche. Bon, la foudre n'est pas encore arrivée. Le modèle de Senghor, c'était d'éviter ce que Saint Augustin appelle la querelle des allégeances. Le génie de Senghor,
c'est de dire que nous ne sommes pas des Français. Contrairement à ce qu'on dit, ce n'était pas assimilation 100% à la France. Donc Senghor a créé une sorte de troisième voie. Et c'est quoi la troisième voie de Senghor? Ce n'est pas la voie française, ce n'est pas la voie américaine, une troisième voie.